N'est-ce pas? Bon, vous allez pouvoir en débattre avec notre invité, que vous avez aperçu plusieurs fois au cours du film, après vous avoir précisé que ces deux derniers ouvrages sont disponibles à la librairie du festival, quelque part dans la cour ou dans l'entrée. Monsieur Jean-Pierre Luminet. Merci, donc heureux d'être parmi vous. Alors j'ai découvert avec vous le film. Bon, j'avais effectivement eu le privilège de participer pour quelques extraits. Un film effectivement qui pose beaucoup de questions qui vont évidemment au-delà de l'approche purement scientifique, dans laquelle moi en général je me cantonne, même si dans mes nombreux ouvrages j'ai plusieurs fois abordé la délicate question des rapports entre science et religion. Alors je vais être franc, hein, moi pour la question de Dieu, je me contenterai de citer Maurice Maeterlinck, écrivain et poète du début du XXe siècle, qui a dit « Le mot Dieu masque et déguise somptueusement ce que nous ignorons ». Donc maintenant, si vous me permettez, je vais plutôt parler maintenant de quoi je vais parler. Le sujet est tellement riche. Je vais peut-être parler de ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang. C'est-à-dire effectivement cette fantastique histoire de l'univers qui constitue effectivement une révolution scientifique incroyable liée à la théorie de la relativité générale, avec également ces tours et détours étranges de l'histoire des sciences, où, comme effectivement on l'a bien expliqué, Einstein lui-même, le père de la théorie qui permet de prédire l'univers en expansion, également les trous noirs, on n'en a pas parlé, mais vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la question, et qui ne croit pas aux conséquences les plus étonnantes de sa théorie, et puis toutes les résistances que le vrai père du Big Bang, Georges Lemaître, a connues pendant des décennies, parce que finalement les observations sur l'expansion de l'univers n'étaient pas une preuve absolue de son modèle d'atome primitif. Tour et détour également bizarre de la façon dont certains racontent l'histoire des sciences en attribuant, par exemple, au célèbre astronome américain Edwin Hubble, la paternité de l'expansion de l'univers, alors que je peux vous le dire, j'ai lu tous les articles de Hubble et ses livres, il n'a jamais cru à l'interprétation des décalages spectraux vers le rouge, c'est-à-dire la fuite apparente des galaxies, en termes d'expansion de l'espace. Il n'y a jamais cru. Également d'ailleurs un petit détail pour revenir au début du film, à propos de ce fascinant boson de Higgs, j'aimerais quand même rendre hommage aux deux autres découvreurs, théoriciens du boson de Higgs, qui sont belges, tiens, comme Georges Lemaître, c'est étrange. Ils s'appellent Robert Brout et François Englert. Indépendamment de Higgs, ils ont effectivement fait cette étude théorique 40 années avant la découverte de cette particule qu'ils avaient prédite. Malheureusement, Robert Brout, qu'on avait reçu pour nous donner un séminaire à l'Observatoire de Paris, dans le laboratoire d'astrophysique de relativiste où je travaillais à l'époque, est décédé. Donc le prix Nobel n'a été donné qu'à François Englert et à Robert Higgs. Et donc il faut appeler en fait le boson de Higgs, il faut l'appeler le boson de Higgs-Englert. Bien, voilà. Alors maintenant je vais dire quelques mots, parce que je ne suis pas là pour vous faire une conférence, hein, j'improvise totalement, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, mais j'aime bien ces improvisations. Un mot assez rapide sur le modèle, ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, et après on laissera, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, une trentaine de minutes, une interaction avec la salle, pour que ce soit effectivement un petit débat interactif. Donc le modèle standard du Big Bang, c'est un modèle provisoirement accepté, c'est-à-dire un consensus, il n'est pas universellement accepté, mais il est donc provisoirement accepté comme le seul modèle aujourd'hui capable d'expliquer de façon assez convaincante, même s'il reste encore quelques questions non résolues, et heureusement qu'il en reste, sinon on s'arrêterait de chercher, expliquer donc tout un ensemble de phénomènes, et notamment l'apparition des structures astronomiques. Alors, comme il a été dit plusieurs fois au cours du film, quand on fait de l'astronomie, on observe de plus en plus loin dans l'espace, et comme ça a été dit, on observe donc de plus en plus loin dans le passé, on fait une sorte d'archéologie, et c'est comme ça qu'effectivement les grands télescopes du XXe siècle permettent de plonger si profondément dans le passé que l'on, maintenant, en dehors de toute théorie, on voit à l'œil, enfin à l'œil équipé évidemment de ces grands télescopes, que l'univers d'il y a 12 ou 13 milliards d'années était très différent de l'univers d'aujourd'hui.
Par exemple, pour les galaxies, à cette époque-là, il y avait beaucoup de galaxies à noyau actif qu'on appelle des quasars, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et puis donc, les premières étoiles ne sont pas apparues tout de suite dans l'univers. Et puis surtout, la première lumière, le Fiat Lux cosmologique, ce n'est pas du tout, évidemment, le Fiat Lux biblique. Alors j'étais quand même heureux, effectivement, que dans le film, on mentionne bien le fait que Georges Lemaître, homme de religion, faisait une séparation totale entre l'origine de l'univers, le début de l'expansion de l'univers qu'il appelait l'atome primitif, et une création du monde. Il ne voulait pas utiliser le terme de création du monde. C'est la raison pour laquelle il avait effectivement suggéré au pape Pie XII de modifier son discours devant l'Académie pontificale, un discours que Pie XII avait fait une première année en disant que voilà, aujourd'hui la science moderne confortait, confirmait le récit de la Genèse. Et donc, de façon très discrète, tout le respect qui était dû à sa sainteté, le pape, Georges Lemaître, avait fait suggérer que le discours de l'année d'après, il n'y avait plus aucune corrélation. Et effectivement, le pape l'avait écouté. Bon, là, je pars un petit peu dans tous les sens. Je reviens sur mon modèle standard de Big Bang. Donc, l'origine de la lumière, c'est 380 000 ans après le supposé début de l'univers. Alors, je reprends le fil. Supposons que le Big Bang, c'est vraiment le temps zéro. Mais je dirais quelque chose aussi à ce propos. Mais supposons pour l'instant que c'est vraiment le temps zéro. L'histoire de l'univers jusqu'à aujourd'hui, et après on peut l'extrapoler dans le futur, se découpe en grosso modo 3 phases. Une première phase dure en milliardième de seconde. Il se passe beaucoup de choses, il se passe même l'essentiel. L'univers est régi, on appelle ça l'ère quantique, tout simplement parce que, pour décrire cet univers-là, on n'a pas encore les outils nécessaires pour le décrire correctement, parce que la relativité générale, il faudrait la compléter par la physique quantique. Donc ce très jeune univers est essentiellement dominé par des phénomènes dits de gravitation quantique, pour lesquels on n'a pas encore de théorie achevée. On a des théories en cours de construction, mais pas de théorie achevée. On appelle ça parfois le mur de Planck, au-delà duquel, pour l'instant, la science ne peut pas aller. Donc le temps zéro est inaccessible pour l'instant à la science. Si tant est que le temps zéro est un sens, j'y reviendrai. À partir de la sortie de cette ère quantique, je répète, un milliardième de seconde, il y a une deuxième ère de l'univers. Alors l'univers c'est quoi à cette époque? C'est un plasma, c'est-à-dire un gaz très chaud, à très haute température, très très dense, de particules élémentaires. Le rayonnement reste piégé, donc l'univers il est opaque. Et ça va durer 380 000 ans. Bon, pendant 380 000 ans, je répète, si on met le temps zéro au Big Bang, l'univers est opaque, ne laisse pas la lumière se propager. Heureusement pour nous, l'univers est devenu transparent par un mécanisme que l'on comprend très bien. Une fois que dans le plasma, les électrons commencent à s'associer avec les noyaux positivement chargés, il y a des atomes qui apparaissent et ça laisse le libre parcours à la lumière. Donc c'est le Fiat Lux cosmologique. Et l'univers émet pour la première fois la lumière. Et ce sera, je pense, l'objet plus détaillé, ça a été annoncé à la fin du film, l'objet plus détaillé, le sujet plus détaillé du film qui va suivre, c'est-à-dire cette découverte extraordinaire de ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement fossile, puisque cette lumière qui a été émise par le très jeune univers à une époque où il faisait à peu près 3 à 4 000 degrés partout dans l'univers, on la reçoit encore aujourd'hui sous la forme d'un rayonnement refroidi d'un facteur à peu près 1000, et donc on a un rayonnement de fond cosmologique auquel on peut associer une température qui est de l'ordre de moins de 270 degrés Celsius, c'est-à-dire 3 degrés au-dessus dans l'échelle absolue de température. Et c'est vraiment la pierre de touche des modèles de Big Bang. Dans l'un de mes nombreux ouvrages, et dont notamment l'un d'entre eux qui s'appelle L'invention de Big Bang, que j'ai consacré à toute justement l'histoire de la cosmologie relativiste, je raconte le fait que Georges Lemaître, il a appris la découverte du rayonnement fossile, qui était enfin une preuve, pas quasi absolue, mais enfin le support expérimental le plus puissant à son idée d'atome primitif. Il a appris ça sur son lit de mort. Et j'ai eu l'occasion, à l'époque où je travaillais sur le livre, il y a une vingtaine d'années, de discuter avec le secrétaire particulier, qui s'appelle Odon Godard, de Georges Lemaître, et il m'a raconté lui-même qu'il est allé raconter à Georges Lemaître. On vient de découvrir enfin le feu d'artifice dont Georges Lemaître parlait dans ses travaux. Et Georges Lemaître dit, ben, voilà, je suis content, et puis
Et puis voilà. Alors donc l'univers est devenu transparent, et c'est à partir du moment où l'univers est devenu transparent que les structures se sont formées. Vous verrez probablement dans le film qui suit, que je n'ai pas vu, une carte extraordinaire du rayonnement fossile, acquise seulement au cours des 20 dernières années, où on voit le moment où l'univers devient transparent, ça reste encore en plasma, et on a codé par des fausses... Ça ne s'observe que dans le domaine des micro-ondes, et on a codé par des fausses couleurs les grumeaux infinitésimaux de cet univers primitif qui était extraordinairement homogène, mais pas tout à fait. À 100 millième près, il y avait des irrégularités de température et de densité. Et ce sont ces irrégularités, c'est-à-dire ces grumeaux de l'univers primitif, qui ont donné naissance à toutes les structures astronomiques que nous voyons aujourd'hui. Donc les premières étoiles apparaissent au bout de, disons, 100 ou 200 millions d'années. Et les premières galaxies, également au bout de 200 millions d'années. Ça a été effectivement, comme c'est bien dit dans le film, une relative surprise, puisque avant le James Webb Telescope, qui avec sa vue en infrarouge a permis effectivement de détecter des galaxies plus lointaines, donc plus dans leur prime jeunesse, avec le télescope spatial Hubble, on pensait que la première galaxie s'était formée au bout de 800 millions ou 1 milliard d'années. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les galaxies se sont formées plus vite que ce que l'on pensait. Alors contrairement à ce qu'on peut lire dans toujours les titres un peu sensationnalistes de la presse, ça ne remet pas du tout en cause le modèle général du Big Bang, ça oblige simplement à réfléchir un peu plus sur les ingrédients qu'il faut pour fabriquer rapidement des galaxies, c'est-à-dire un petit peu plus peut-être de matière noire que ce que l'on pensait auparavant, une génération de trous noirs primordiaux, tout un ensemble de choses. Voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et donc, voilà. Et donc, ces trois phases de l'univers, aujourd'hui, nous sommes dans la phase, évidemment, de l'univers transparent, et qui va rester transparent, alors j'allais dire à jamais, mais c'est pas certain. Parce qu'à jamais, maintenant, ça met en jeu le futur possible de l'univers. Alors, Georges Lemaître avait déjà prévu dans ses articles de 1931, qui avait donc connu dans une bande de résistance, dont on a parlé dans le film, j'y reviendrai pas dessus. Il avait déjà prévu les trois formes d'évolution possibles, trois solutions mathématiques possibles sur l'évolution de l'espace au cours du temps. Donc le premier modèle qui avait été notamment aussi favorisé par Alexander Friedman, c'était un modèle expansion-contraction. C'est-à-dire l'expansion, la vitesse d'expansion diminue, ça s'inverse, ça se contracte et ça se termine. On a un univers fini, fermé, Big Bang, Big Crunch. Deuxième solution possible, l'univers en expansion perpétuelle, mais avec une décélération, c'est-à-dire un ralentissement de la vitesse d'expansion de l'univers. Donc ça veut dire que c'est un univers qu'on appelle parfois le Big Chill, le grand refroidissement. Asymptotiquement, l'univers s'étend indéfiniment, se détend indéfiniment, et sa température tend vers le zéro absolu. Donc il y a un futur infini dans cet univers. Troisième solution, qui avait été privilégiée par Georges Lemaître, et là encore il faudra attendre 60 ans pour que l'on comprenne que c'était la bonne solution, un univers toujours ouvert à expansion perpétuelle, mais en plus avec une phase d'accélération. Et Georges Lemaître, dans un article que j'ai essayé de ressusciter, parce qu'il n'avait pas été bien compris et lu, un article de 1936, si je me souviens bien, et c'est aussi qui n'avait pas été publié en français, mais carrément dans les Proceedings of the National Academy of Science des États-Unis, donc on aurait dû le lire. Il attribue cette expansion, cette accélération de la vitesse de l'expansion à une forme d'énergie nouvelle qu'il appelle l'énergie du vide quantique. C'était 50 ans avant que, effectivement, les travaux récents de théorie quantique des champs mettent en exergue le rôle probablement primordial, ce qu'on appelle le vide quantique, son énergie, qui a une capacité répulsive, c'est-à-dire antigravitante, et qui est symbolisée en fait par la constante cosmologique dont on a parlé au début effectivement du film. Et donc actuellement, les observations penchent vers une domination dans la distribution des formes de matière et d'énergie de l'univers, une domination aujourd'hui de cette forme d'énergie répulsive qu'on appelle l'énergie noire, dark energy, l'énergie sombre, et que certains, mais pas tous, parce qu'il y a des débats scientifiques, attribuent à l'énergie du vide quantique. Et si c'est comme ça, l'univers s'étendra, effectivement, se dilatera perpétuellement, mais de plus en plus vite, et non pas en ralentissant. Certains appellent parfois ça le Big Rip, ce type d'univers, parce que finalement la vitesse d'expansion de l'espace augmentera au cours du temps jusqu'à ce que peut-être un jour toutes les structures astronomiques se déformeront elles-mêmes
Et dans quelques milliards d'années, on ne sera plus là, hein, évidemment, toutes les galaxies visibles aujourd'hui seront sorties de ce qu'on appelle l'horizon cosmologique à cause justement de cette expansion, la vitesse d'expansion extraordinairement grande de l'univers, qui ne pourra qu'augmenter au cours du temps, et qui fera sortir tous les objets visibles de l'univers observable. Donc, il n'y aura probablement plus d'astronomes dans 10 milliards d'années. Sinon, il y verrait un ciel tout noir. Alors, comme j'ai promis quand même de faire une petite interaction avec la salle, juste avant, je voudrais dire que la question d'un début de l'univers, alors je ne sais pas si ça va être abordé dans le deuxième film, ça revient aujourd'hui. Parce que c'est vrai que si on extrapole exactement la relativité générale à 100 mètres de physique quantique, on aboutit, disons-le, à une absurdité. Une absurdité, c'est un point. L'univers ne peut pas sortir d'un point. De la même façon que quand on traite de l'effondrement gravitationnel pour former des trous noirs, si vous vous contentez de la relativité générale, vous aboutissez à un point. Ça s'appelle une singularité, qui d'ailleurs effectivement l'objet de ma thèse d'astrophysique que j'ai passée il y a plus de 50 ans maintenant. Mais c'est une absurdité physique. Alors comment éviter cette absurdité? On a d'abord remplacé le point par un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, c'est on met la physique quantique pour décrire les débuts de l'univers. Et en principe, et on espère, et ça marche plutôt bien, pour certaines approches en tout cas, la singularité disparaît. Et on commence maintenant à imaginer la possibilité que donc, le Big Bang ne soit pas vraiment le vrai temps zéro de l'univers, et qu'il puisse y avoir un avant Big Bang. Alors je finirai par faire des conférences entières là-dessus, une petite anecdote un petit peu amusante, j'espère. Il y a 30-40 ans, quand j'ai commencé tout jeune à faire mes premières conférences de vulgarisation sur la cosmologie, les modèles de gravitation quantique n'existaient pas encore. Donc on disait que le Big Bang c'était vraiment le début du temps avec cette singularité. Et donc lorsque j'en parlais, on me posait régulièrement la question, monsieur, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Comment répondre à cette question? Je disais, je suis désolé, mais votre question n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir d'avant le début du temps. Parce qu'avant c'est du temps, donc il ne peut pas y avoir avant que le temps existe. Mais personne ne se satisfaisait de cette question, même moi. Bon, c'était un peu mettre la poussière sur le tapis. Alors avant que l'on, effectivement, élabore les premiers modèles de gravitation quantique qui éliminent cette singularité, je citais cette anecdote. Pour faire sourire et amuser, je disais, au IVe siècle après Jésus-Christ, on aurait posé à saint Augustin une question analogue. Que faisait Dieu avant la création du monde? Et saint Augustin a répondu, il préparait l'enfer pour ceux qui posent la question. Bon, s'il y a un micro qui peut circuler dans la salle, je répondrai volontiers à quelques-unes de vos questions. Alors, je suis un néophyte, hein, je voudrais vous poser deux questions très courtes. L'origine de l'univers, donc on dit, c'est une particule. C'est ce qui est dit dans ce film notamment. Est-ce que l'origine de l'univers ne serait pas une onde? Et la deuxième question, c'est, on parle d'univers en expansion, donc vous avez évoqué éventuellement l'univers d'une contraction. Est-ce qu'on pourrait considérer que l'univers respire, qu'il expire, qu'il inspire, qu'il expire, qu'il inspire, donc une contraction, voilà. Merci. Merci pour ces deux questions. Alors sur la première question, oui, le début du film parle des expériences au CERN avec la physique des tranches d'énergie et donc effectivement la reconstitution de ce fameux boson de Higgs. Mais attention, le boson de Higgs n'est pas le début de l'univers. C'est une étape, certes une étape extrêmement précoce dans l'histoire de l'univers. Je répète, si on met arbitrairement le temps zéro au supposé Big Bang, le boson de Higgs c'est un milliardième de 10 puissance de 35 secondes ou enfin quelque chose, mais c'est donc pas le début. Donc le début de l'univers, c'est pas une particule. Ceci dit, Georges Lemaître, dans ses travaux, ça a été dit plusieurs fois, avant que son modèle soit baptisé pour le rééducaliser, le Big Bang, le grand boom, il appelait ça l'atome primitif. Donc Georges Lemaître avait bien compris qu'on ne pouvait pas extrapoler les équations de la relativité pour aboutir à un point de volume nul.
Et donc il avait imaginé alors une sorte de superparticule au début de l'histoire de l'univers qui n'était pas du tout évidemment le boson de Higgs. Hein. À l'époque, la physique théorie quantique des champs n'était pas développée. Il a imaginé une sorte de superatome de la taille du système solaire, donc c'était pas infiniment petit. Et au début, on était au début de la physique nucléaire, on commençait à découvrir la radioactivité. Il avait imaginé que c'était la désintégration radioactive de cet atome gigantesque qui avait engendré l'expansion de l'univers. Donc, première réponse à votre question. La deuxième, sur l'expansion de l'univers, c'est vrai qu'aujourd'hui, la théorie et les observations penchent plutôt pour un univers à expansion perpétuelle, mais il y a des alternatives possibles. On n'est pas certain que cette force bizarre qu'on appelle l'énergie sombre, cette forme d'énergie, bizarre, antigravitante que l'on appelle l'énergie sombre, soit constante au cours du temps, comme le serait la constante cosmologique ou l'énergie de vide quantique. Il y a des modèles alternatifs que l'on appelle les modèles de quintessence, dans lesquels, dans le futur, cette forme d'énergie pourrait rediminuer et la matière triompherait à nouveau. La matière, c'est la gravitation. La gravitation va freiner l'expansion de l'univers et on pourrait éventuellement récupérer un Big Crunch. Alors maintenant, votre question, est-ce que ça peut rebondir ? Eh bien, dès les premiers travaux d'Alexandre Friedman en 1922, lorsqu'il a pour la première fois proposé un modèle d'univers en expansion-contraction, il avait imaginé en fait une sorte de cycloïde qui se répétait, c'est-à-dire des sortes de rebonds. Georges Lemaître a montré que malheureusement ça ne marchait pas, sauf que aujourd'hui, dans les nouvelles théories que nous développons, notamment des théories de gravitation quantique, et l'une d'entre elles s'appelle la gravitation quantique à boucle, je n'en dirai pas plus, mais c'est une sorte d'atomisation de l'espace et du temps, c'est-à-dire il y a un atome d'espace qui n'est pas infiniment petit. Eh bien après, si vous faites des calculs, soit de l'effondrement gravitationnel pour former un trou noir, ou un calcul en arrière pour ce qu'est devenu l'univers dans le passé, eh bien, comme rien ne peut devenir infiniment petit, il y a un rebond sur cet atome d'espace, on appelle ça le Big Bounce. Donc à partir du moment où il y a un rebond, on peut imaginer effectivement des sortes de cycles d'univers en expansion-contraction qui à chaque phase de contraction, au lieu de s'évanouir dans le Big Crunch, rebondissent et dans cette période de rebond, les lois de la physique quantique reprennent le dessus sur les lois de la relativité générale et redistribuent les paramètres de la physique. Donc on pourrait avoir des successions d'univers, des sortes de multivers, mais qui se succéderaient au cours du temps, au lieu d'être simultanés dans une dimension autre de l'espace, comme le suggèrent certaines autres théories, comme la théorie des cordes, mais des univers à chaque fois qui seraient extraordinairement différents, parce que c'est comme si on redistribuait le jeu de cartes, donnant les paramètres et les lois de la physique dans chaque phase, dans chaque cycle d'univers. Et je terminerai, Alexandre Friedman était passionné de philosophie orientale et il mentionne dans le seul livre de la vulgarisation qu'il a écrit un petit peu avant de mourir accidentellement, il a fait la comparaison entre le modèle d'univers en expansion-contraction avec des récits indiens de la respiration de Brahma qui inspire et qui expire, qui se repose et à nouveau il se met à inspirer et à expirer. Je suis désolée, je sais qu'on vous écouterait pendant des heures, mais malheureusement, il y a la séance suivante. Mais bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.